À qui appartiennent les droits de propriété intellectuelle? Donc, tout dépend de quel droit de propriété intellectuelle on parle. En droit d'auteur, la loi est claire à partir du moment où tu es un employé qui effectue du travail pour ton employeur. Le travail appartient à ton employeur. Donc, il faut comprendre qu'il y a une cession, donc un transfert automatique des droits de l'employé à l'employeur lorsque ton statut est un employé. Par contre, dans le cas d'un sous-traitant, par exemple, tu engages un pigiste, un contracteur indépendant pour faire un travail, donc une œuvre, pour ton entreprise, la cession ou le transfert des droits n'est pas automatique, même si vous avez payé le sous-traitant pour votre travail. Donc, il faut bien comprendre ça. Il y a beaucoup de clients qui disent « Oui, mais je l'ai payé, c'est à moi. » Non. C'est pas parce que vous avez payé votre sous-traitant pour le travail que vous êtes effectivement propriétaire des droits. La loi est claire là-dessus. Il faut un contrat écrit obligatoire afin de céder les droits. Donc, quand je dis céder, c'est transférer les droits du sous-traitant à l'entreprise. En dessin industriel, la loi ne parle pas spécifiquement d'employé, d'employeur. Par contre, elle mentionne que lorsque vous effectuez du travail et que vous êtes rémunéré pour le travail, la personne qui vous rémunère devient effectivement propriétaire des droits sur le dessin industriel. Au brevet, c'est moins évident. Dans le cas d'un employé, la jurisprudence dit que si l'employé a été engagé pour développer cette invention en particulier, oui, ça appartiendrait à l'employeur. Par contre, si l'employé, dans le cadre de son travail, développe autre chose qui n'avait pas été mentionnée par l'employeur, c'est plus délicat et c'est encore plus délicat dans le cas d'un sous-traitant. Et en marque de commerce, bien, la question se pose moins parce que finalement, c'est la personne qui emploie la marque de commerce, donc évidemment l'entreprise qui sera propriétaire des droits sur la marque. Évidemment, cela peut causer un peu d'ambiguïté. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de tout mettre par contrat, donc faire des contrats de cession de droits, donc de transfert de droits. Dans des contrats de travail, par exemple, on mentionne, mais regarde, tout ce que tu vas faire dans le cadre de ton emploi appartiendra à l'employeur. Donc, à partir du moment où on fixe par écrit l'intention des parties, bien, ce n'est plus ambigu. On recommande de faire ça, même si l'employé, les droits sont automatiquement octroyés. On met ça par écrit parce qu'il y a également une question de droits moraux. Je n'embarquerai pas dans les détails là-dedans, mais les droits moraux sont un autre type de droit qu'on ne peut pas transférer, mais on doit y renoncer. Donc, c'est important d'avoir ça par écrit. Même chose pour les dessins industriels, encore plus dans les brevets, quand il y a je pense qu'il y a 8 critères pour évaluer, à savoir si vous avez effectivement fait le travail dans le cadre de votre emploi. Donc, c'est très important d'avoir ça par écrit pour éviter l'ambiguïté. Pour les marques de commerce, ça s'applique un peu moins, mais quand même. Tout ça peut être mis dans un contrat de cession de droit de propriété intellectuelle dans lequel on encadre finalement l'intention des parties et qu'est-ce qui appartiendra à qui, pardon. Comment protéger sa propriété intellectuelle? Donc, quelques bonnes pratiques d'avoir des politiques internes au sein de son entreprise pour que tout le monde comprenne effectivement quoi faire lorsqu'il y a une nouvelle idée de propriété intellectuelle qui surgit. Il faut protéger ces informations confidentielles, donc autant par contrat, autant lorsque quelqu'un entre dans une entreprise, de ne pas avoir plein de papiers qui traînent partout, de s'assurer que tout soit placé pour pas que ce soit accessible au public. Quand il y a des gens qui viennent visiter votre entreprise, des investisseurs ou d'autres personnes, de faire signer des ententes de confidentialité avec elles. Bonne communication et compréhension de l'API par les employés et la direction. J'avais un de nos clients qui nous avait demandé d'aller faire une présentation sur les ententes de confidentialité à ses employés parce qu'à la fin, c'est bien beau que le président de l'entreprise comprenne l'importance de la confidentialité. Si les employés qui travaillent au jour le jour, qui sont dans l'activité même au quotidien ne comprennent pas l'importance. Il y a des choses qui peuvent glisser et il y a des choses qui peuvent être exposées. Donc, c'est important que tout le monde, du haut vers le bas, comprenne ces enjeux-là. Puis, il faut agir en conséquence, particulièrement en temps de crise, notamment par toutes les politiques internes et autres que je viens de discuter et également les contrats. Donc, les contrats, ça peut être signé autant avec les employés qu'avec les sous-traitants.
comme je parlais tout à l'heure, des ententes de confidentialité, NDA, Non-Disclosure Agreement, sont des ententes dans lesquelles on s'engage, l'autre personne s'engage, ou les deux parties, dépendamment du type d'entente, s'engagent à conserver le secret des informations confidentielles de l'entreprise. Des contrats de cession et de licence peuvent être faits. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Il faut comprendre que cession, c'est une vente, donc un transfert des droits. Dans le cas d'un employé ou dans le cas d'un sous-traitant qui fait du travail pour nous, on va vouloir faire signer cette entente-là dans laquelle le sous-traitant s'engage à transférer tous ses droits dans la propriété intellectuelle qu'il va produire pour l'entreprise. À contrario, une licence, ça serait plus comparable à une location de ces droits. On parlait tout à l'heure des images Shutterstock, Getty Images et autres qu'on trouve sur Internet. Lorsqu'on achète ces images-là, on n'achète pas l'image, on achète plutôt une licence. Donc, on loue l'image à certaines conditions, au même titre que vous louez un appartement. Donc, il faut bien faire la distinction entre ces deux contrats. Il peut y avoir des ententes de partage de la propriété intellectuelle, par exemple, entre un employeur et un employé. Certains contrats peuvent être signés, par exemple, des déclarations d'invention, qui sont certains contrats qui sont signés dans certains laboratoires de recherche pour déterminer les droits entre les chercheurs, entre les étudiants et le professeur ou le directeur de recherche. Donc, tous ces contrats et ces ententes-là sont signés justement pour définir les droits et enlever l'ambiguïté. La loi vient nous protéger un peu, mais pas vraiment. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des ententes par écrit. Mon petit commentaire éditorial. Ben oui. Dans ce contexte-ci, effectivement, beaucoup d'entreprises sont, somme toute, mal organisées ou pas, même si ce sont des firmes de développement ou de R&D. Ça va bien quand tout le monde est ensemble physiquement. Il y a généralement peu de problèmes, mais là, avec la situation actuelle, on prend tous nos développeurs, développeuses, ingénieurs et compagnie, et là, on les envoie chacun chez eux. Et ils doivent, dans une certaine mesure, pour certaines entreprises, continuer à développer ensemble. Et c'est important que les politiques soient bien en place. C'est important pour la direction actuellement de rappeler à leur équipe que même s'ils travaillent à distance, ils travaillent pour l'entreprise. Ce qu'ils développent est au bénéfice de l'entreprise. S'il n'y avait pas de politique claire, c'est peut-être le temps d'avoir au moins une ébauche de politique puis faire circuler. Lorsque Virginie référait à top to bottom à la slide précédente, peut-être que tu peux reculer de une, Virginie, toute la question de l'innovation et de la propriété intellectuelle, doit être dirigé par la direction. Ça doit venir d'en haut. Il faut que la direction, les propriétaires d'entreprise, les différents VP, directeurs, directrices et compagnie soient conscients de leur plan de match, aient une vision commune pour qu'on ait un plan d'innovation commun et qu'on puisse identifier assez rapidement les opportunités pour pouvoir éventuellement les protéger s'ils sont protégeables et les commercialiser le temps venu. Dans un temps de crise comme maintenant, ce n'est pas un moment de panique, mais les gens, comme je l'expliquais tout à l'heure, ont tendance à tourner les coins ronds, faire les choses vite, et peut-être qu'on manque des opportunités à ce moment-ci